Je m'appelle Yacouba Sissoko, je viens du Mali. Et c'est un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui parce que c'est un lien qui s'est tissé entre le Maroc et le Mali. Un de vos anciens étudiants, Dr Garandabo, c'est lui qui devait être là, mais empêché, ainsi que notre maître, le professeur Menta. Je suis venu pour faire cette présentation. J'augure, dans le contexte de préparation de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, j'espère que le Mali sera présent au Maroc. Je suis donc le premier à faire ce voyage avant eux, en précurseur, pour venir partager avec vous un peu ce qu'il y a sur les aspects cliniques, dans le cadre où beaucoup de gens viendront des zones tropicales vers ces, dans le cadre de ces événements. Donc nous avons été approchés par le professeur Had et nous sommes très fiers et très contents. Nous n'avons pas eu à faire les exercices que nos prédécesseurs ont fait et nous avons un peu planté le décor en disant qu'il fallait surtout insister sur l'approche syndromique afin que des praticiens qui ne sont pas en face de ces affections tropicales de façon fréquente puissent pouvoir un peu se démêler en regardant chaque syndrome. Donc c'est ainsi que nous allons commencer en disant que c'est un peu important de nos jours de parler de ces pathologies d'importation parce que les voyages sont de plus en plus fréquents de nos jours et effectivement on peut quitter, comme dans le cadre de cette Coupe d'Afrique, les zones tropicales ou bien même de la Coupe du Monde, des zones tropicales pour venir dans des zones tempérées où ce n'est pas forcément connu les maladies qui pourront venir avec ces voyageurs. Donc nous allons essayer de faire une approche par les syndromes pour pouvoir parler un peu de l'actualité aussi, mais surtout voir les défis qui se posent pour la prise en charge. Ce qui est clair quand même, je pensais que le premier présentateur devait passer avant moi pour planter la cartographie, ça allait un peu faciliter mes propos, mais ce qui est important quand même, c'est de connaître les pathologies qui sont dans les zones géographiques d'où viennent les voyageurs, et également le mode de transmission et les réservoirs de ces germes. Ici, nous avons un peu des données recueillies en Chine par rapport aux différentes pathologies d'importation qu'ils ont. On remarque, malheureusement je n'ai pas de pointeur, on remarque quand même en orange sur ces deux graphiques que ce sont des pathologies comme la dengue, et également des pathologies comme on voit en rouge, qui sont représentées par la rougeole. Ce sont ces pathologies qu'on rencontre au fil des ans, quand même, qui occupent le devant du tableau. Et on voit que les mêmes tendances sont là, quelle que soit la période de l'année. Quand on prend l'origine des pathologies, ici, nous avons des données provenant de la France, un peu vieilles quand même, en 2012, mais qui montrent que ces maladies d'importation viennent surtout des pays d'Afrique occidentale, surtout en rouge, avec la Côte d'Ivoire et le Mali en tête, mais également centrale, de l'océan Indien et même de la France d'outre-mer. Donc, ces origines connues, c'est important de voir également que la présence de ces maladies en termes de syndrome permet de pouvoir mieux les aborder. C'est ainsi que vous voyez ces données venant de la Chine qui montrent que les pathologies en rose, en haut, qui représentent les pathologies respiratoires, les syndromes respiratoires, viennent au devant. Et selon les années, c'est pratiquement la même tendance. Ensuite viennent les maladies portées par les vecteurs. Et ensuite, à la fin, les maladies liées au sang et aux expositions sexuelles. Quel que soit le cas, on voit que sur la figure à droite, on voit qu'il y a une variation saisonnière sur les 12 mois de l'année en fonction des différentes maladies. Et ça va de soi que les maladies vectorielles sont liées, par exemple, aux saisons pluvieuses dans les zones d'origine. Ceci dit, ce qui serait important de comprendre et de mettre en pratique, c'est surtout le fait que le clinicien devrait avoir une idée globale sur ces maladies, mais pour aborder cela, parce que c'est le défi c'est de poser les diagnostics, de les évoquer d'abord, et ceci
va nous permettre de pouvoir nous organiser en fonction des différentes maladies en syndrome, mais connaître la zone géographique, le mode de transmission, comme on l'a dit plus haut, mais également les périodes d'incubation, les signes, c'est ce qui va nous guider le plus en clinique, mais souvent il faut avoir de l'avance sur la biologie ou bien les examens complémentaires pour pouvoir poser le diagnostic et avoir le traitement. Et au-delà du traitement, comme il s'agit de pathologies infectieuses transmissibles, connaître les mesures, les précautions qu'il faudrait prendre dès le départ pour pouvoir que le personnel de santé se protège également les patients et le reste de la population par ce fait. Donc nous allons essayer de demander en fait à tout un chacun, à partir de l'approche syndromique que nous allons faire, prendre les syndromes, parler des différentes pathologies qui ne sont pas forcément connues, que chacun puisse arriver à reproduire ce genre de tableau en tant que praticien qui lui permettra de pouvoir, face à un syndrome, savoir quelle maladie évoquer en fonction des différents paramètres, zone géographique de provenance du patient, mode de transmission, incubation, les signes, pouvoir répondre convenablement et trouver le diagnostic. Donc, ce tableau, c'est juste un exemple que nous avons fait pour les fièvres hémorragiques, que nous allons maintenant essayer de remplir tout un chacun en fonction de l'approche que chacun pourra faire sur le plan syndromique. Donc, nous commencerons par les syndromes fébriles hémorragiques. Et les syndromes fébriles hémorragiques nous font penser au tout premier moment à la fièvre jaune, parce que c'est la pathologie hémorragique la plus connue. Et je pense que le vaccin de la fièvre jaune a toujours été une obligation pour les voyageurs. C'est juste un rappel pour dire l'importance de la maladie, mais aussi classé cliniquement pour qu'on se retrouve facilement que cette maladie se manifeste en deux phases. Une phase rouge, et cette phase rouge est caractérisée par surtout l'image du visage œdémacié qui donne l'aspect vultueux, mais également la phase jaune qui est la phase ictérique, donc qu'il faudrait toujours avoir en tête. Donc devant une fièvre avec fièvre hémorragique avec un ictère, c'est bien de penser à la fièvre jaune, tout en sachant que la période d'incubation se situe entre 3 et 5 jours. La dengue, qui est l'osfièvre hémorragique, qui est actuellement, où on a actuellement des épidémies, notamment dans le pays d'où je viens, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, c'est sûr que ça ne se voit pas dans votre contrée, surtout parce que c'est une maladie qui se transmet par des moustiques bien précis, les Aedes, et cette transmission viendra à partir cette maladie viendra à partir des pays d'origine, notamment il s'agit au-delà de l'Afrique, des pays du Caraïbe, de l'Asie et de l'Amérique. Le critère diagnostique va être difficile à avoir sur le plan clinique parce qu'en réalité, il s'agit de fièvre, d'un syndrome grippal comme partout. Mais ce qui est important, c'est la classification de cette maladie qui va en 3 groupes, selon l'OMS, le groupe A, B, C, pour pouvoir surveiller le malade. En fait, la forme la plus grave, c'est la dengue hémorragique, où il y aura une fièvre brutale avec une rémission trompeuse et des manifestations hémorragiques qui s'en suivent. La dengue hémorragique sera classée dans le groupe C, qui nécessite une hospitalisation, mais quand on est en face du patient, on doit d'abord essayer de pouvoir classer. Ainsi, on pourra suivre les groupes A, ceux qui n'ont aucun risque, avec un signe précis qu'on fait, qui est la recherche de saignement après avoir posé un garrot, à mi-pression de la tension artérielle systolique et diastolique, qu'on appelle le signe du tourniquet, quand c'est négatif, et que la personne n'a pas une hémoconcentration, ni une neutropénie, et une lymphopénie, une thrombopénie plutôt, on pourra suivre ce patient-là en externe. Quand il y a des signes d'alerte, il va falloir suivre le patient pour détecter toute apparition des formes hémorragiques qui devront nécessiter une réanimation. Il y a également la fièvre de la vallée du Rift qui sévit en Afrique. Les dernières épidémies qu'on a eues sont au Niger, il y en a eu au Mali également, qui sont de transmission, qui sont des zoonoses qu'on retrouve chez le bétail, et les hommes se contaminent à partir des épizooties chez ces bétails. C'est une maladie bénigne dans 95% des cas, mais il y a des cas où il y a également des manifestations encéphalitiques, hémorragiques, et aussi c'est important de pouvoir le reconnaître à cause des épidémies actuelles en cours. La fièvre hémorragique Crimée-Congo
qui sévit dans nos zones. Il y a récemment eu des épidémies au Sénégal et également au Mali. Et ceci nous permet de pouvoir, à partir de ces épidémies qui existent et la venue des autres en provenance de ces pays, de savoir les reconnaître rapidement quand on a une fièvre, une hémorragie, avec des tableaux d'insuffisance pulmonaire hépato-rénale qui surviennent dans 30% des cas. Également, on a des signes biologiques quand même. Je pense que ça sera plus explicité plus après ma présentation. Mais vous voyez ici quand même une patiente qui présente des hémorragies à type d'échymose à votre droite. La fièvre Lassa, elle est également épidémique actuellement au Nigeria et au Bénin. Il y a eu des cas. Et elle est transmise aux hommes par les rongeurs que vous voyez ici, hein, les souris à plusieurs mamelles, les mastomyres. Et elle est importante à savoir parce qu'elle est vraiment responsable de maladies nosocomiales. Et également, ces manifestations sont surtout neurologiques, mais il y a également des saignements. Et ce qui est important, c'est les séquelles neurologiques à type de, pas des séquelles, les manifestations neurologiques à type de surdité, mais cette surdité est régressive dans 50% au bout de 3 mois si une prise en charge est faite. C'est important de prendre en compte aussi les femmes enceintes devant ces maladies à cause du fait du risque materno-fœtal. Il y a le décès dans 80% des cas chez la mère ou chez le nouveau-né. La fièvre Marburg, dont il y a une épidémie actuellement au Rwanda, elle a été rapportée pour la première fois à Marburg en Allemagne, d'où son nom, elle cause d'épidémies régulières, hein, de petites épidémies régulières. Et sa période d'incubation va de 3 à 9 jours. Il y a également les mêmes manifestations hémorragiques, mais également des manifestations au niveau du système nerveux, pouvant entraîner des tableaux de confusion avant la mort. La fièvre Ebola, on en a parlé ce matin. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'au départ, c'était en petite épidémie au niveau de l'Afrique centrale, mais il y a eu en 2013 une diffusion à l'Afrique occidentale où il y a eu plus de cas parce que en Afrique centrale, c'était des petits villages encerclés par la forêt, alors qu'en Afrique occidentale, il y a de grandes villes qui ont été atteintes avec des voies de transport qui sont assez desservies en termes de voies de transport. Et les 3 pays les plus touchés, c'était la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, où on avait eu, à la date de mars 2016, à peu près 11 000 décès. Donc, c'est une maladie très mortelle qu'il faut savoir reconnaître très tôt. Cependant, il faut savoir que pendant la période d'incubation, le patient n'est pas contagieux. Et au début, c'est un syndrome fébrile pseudo-grippal avec des signes digestifs, mais dans la 2e semaine, on a les manifestations hémorragiques qui apparaissent et le tableau de décès survient dans un tableau de choc hypovolémique ou de choc septique. C'est vrai qu'il y aura un speech sur les diagnostics de ces maladies, mais ce qui est important, puisque le clinicien, c'est à lui de demander ces diagnostics, c'est de connaître à peu près la dynamique des différents marqueurs. C'est ainsi qu'en prenant le cas de la dengue, on voit très tôt que la virémie et l'antigénémie sont précoces, mais au-delà de la première semaine, il faudra se baser sur les anticorps pour pouvoir poser le diagnostic. Donc, en fonction de la période, le clinicien doit demander l'examen idoine. En gros, si on prend sur le plan thérapeutique, on voit que ces fièvres hémorragiques n'ont pas de traitement étiologique, en dehors de la ribavirin qui est efficace sur la fièvre Lassa, et s'il est administré précocement. Donc, le traitement est essentiellement symptomatique. Il va falloir, dans presque tous ces cas, réhydrater de façon correcte, intensive, le malade en se basant sur les paramètres biologiques, mais également donner des traitements symptomatiques, des antidiarrhéiques en cas de diarrhée, des antiémétiques en cas de vomissement, mais ne pas oublier de prendre en charge les co-infections bactériennes, parasitaires, hein, les bactériennes surtout en utilisant les antibiotiques, mais également le paludisme. Et il y a des médicaments qu'il faut éviter dans ces cas, on le sait, c'est les anti-inflammatoires, c'est l'acide acétylsalicylique, les anticoagulants.
ici, je présentais quand même quelques cas qui illustrent le problème qui se pose, le défi qui se pose aux cliniciens. C'est des publications, malheureusement, je ne vois pas les publications. En fait, il s'agissait, par exemple, du premier cas de diagnostic de fièvre Lassa au Mali. C'est pour mettre l'accent sur le fait que c'est un patient qui, en 2007, était dans un village au Mali, qui a fait de la fièvre. On a traité au Mali tout le temps comme du paludisme. C'était un ressortissant anglais. Et c'est à son évacuation en Angleterre qu'on a pu poser le diagnostic de fièvre hémorragique Lassa. Donc, l'ouverture d'esprit, la connaissance des praticiens n'a pas pu permettre de poser ce diagnostic. Et c'est un des défis. D'où la connaissance de la clinique, mais également l'appui par la biologie. La deuxième expérience, c'est qu'en faisant, après ce cas de fièvre Lassa, l'étude de la sérologie dans la population, on s'est rendu compte que 80% de la population avait des anticorps contre la fièvre Lassa. Donc, c'était des pathogènes qui circulaient. Également, les virus ont été retrouvés chez les souris prises dans la zone. Donc, c'est un peu ce qui se passe si on n'est pas au courant de la maladie. Ça passe inaperçu. Ça peut être la population, l'immunité de la population peut protéger, mais s'il s'agit d'une importation, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'immunité, donc ça peut devenir un peu dangereux pour la communauté. C'est ce qu'on a vu en Guinée aussi. On a déclaré l'épidémie en 2014, alors qu'en rétrospective, on avait vu que ça avait commencé depuis 2013 et les gens ne connaissaient pas Ebola en Afrique occidentale. C'est ce qui a fait et qui a été le cas. Il y a également les défauts d'utilisation de certains tests qui peuvent faire passer inaperçus les diagnostics. C'est ce qui s'est passé au Mali au début de l'épidémie où c'était le tout va pour la PCR. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'une semaine, la PCR pouvait être négative alors que c'était bel et bien un cas de dengue. Et ces cas, effectivement, à cause de la méconnaissance des praticiens, sont tout le temps traités comme paludisme et malgré cela, la fièvre persistait. Donc, c'est important pour le praticien de pouvoir choisir les examens idoines. Après ces syndromes hémorragiques, nous allons parler également des syndromes ou bien des tableaux méningo-encéphalitiques. C'est ainsi que nous avons l'encéphalite japonaise, qui est initialement localisée au Japon, mais qui on a rapporté des cas en Afrique tropicale, notamment en Angola. Et c'est transmis également par les moustiques. On a beaucoup de cas asymptomatiques, mais les cas graves se manifestent au bout de 5 à 15 jours après l'infestation. Et il s'agit de tableaux de méningite qui peuvent être avec ou sans encéphalite, ou bien d'encéphalite qui peuvent être avec ou sans méningite. Il y a le risque de séquelles neurologiques et psychiatriques qui est là après guérison. Il y a également les mêmes menaces pour les femmes porteuses de grossesse. Il y a l'infection au virus West Nile qui sévit en Europe comme en Afrique. Pour la Coupe du Monde, il y aura des supporters venant d'Europe ainsi que des équipes venant d'Europe. Donc, cette maladie, cette infection à virus de West Nile entraîne également un tableau fébrile avec des signes neurologiques. Ici, nous avons un cas qui a été reporté avec une paralysie flax parce qu'il y avait au niveau de la moelle cervicale une atteinte, effectivement, qui se manifeste sur ces images d'IRM que nous voyons à gauche, que je n'ai pas le pointeur pour montrer, mais qui quand même montre cette atteinte neurologique qui a entraîné la paralysie. Donc, il faudrait que le clinicien pense également, dans ces cas, demander des examens d'imagerie. Et c'est la même chose pour la maladie à virus chikungunya, qui entraîne des méningo-encéphalites et des polyradiculonévrites, qui se montrent également par des hypersignaux en T2 sur cette imagerie par résonance magnétique, identifiée par les flèches ici, même s'il n'y a pas le pointeur. Donc, on en a parlé aujourd'hui de ce qui s'est passé au Brésil en 2016, mais ça a commencé en 2015, juste à la suite d'Ebola en Afrique. Il s'agit de l'infection par le virus Zika qui se manifeste chez l'adulte par des syndromes neurologiques, notamment un syndrome de Guillain-Barré,
Mais la grande crainte, c'était le nombre augmenté de microcéphalie qu'il y a eu chez les femmes enceintes pendant la période, et également des enfants nés de mères qui étaient infectés ont montré des complications neurologiques et des épilepsies après l'épidémie. Mais on sait que c'est important aussi dans des cas comme ça de voir la circulation des autres virus qui sont portés par les mêmes vecteurs. Hein, dans le cas de Zika, c'est Aedes toujours. Donc, on a des cas de co-infection de dengue, de chikungunya et de Zika. L'épidémie actuelle qu'il y a au Mali nous a montré sur à peu près 171 cas qu'on a vu au service des maladies infectieuses du point G, qu'il y avait eu 17 cas de co-infection avec le virus Zika au mois de décembre de l'année passée, ainsi qu'un cas de triple infection Zika, dengue, chikungunya. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a la transmission par voie sexuelle de Zika qui fait qu'il faudrait avoir une abstinence d'au moins de 6 mois. La trypanosomiase humaine africaine, qui est encore la maladie du sommeil, c'est important de savoir l'origine. C'est surtout l'Afrique. Il y a 2 types, en fait. La plus fréquente, 95% des cas, c'est trypanosoma brucei gambiense, qui sévit en Afrique occidentale et centrale, qui entraîne une maladie plus lente et mortelle à coup sûr. Et rhodesiense en Afrique orientale et australe, dont l'évolution est plus rapide. Et vous voyez la répartition géographique. Donc, les personnes venant de ces zones sont potentiellement des voyageurs qui peuvent exporter cette maladie qui a de moins en moins de cas, mais cliniquement, ça se manifeste par des troubles du sommeil, d'où le nom, avec une hypersomnie nocturne, avec des troubles au niveau des réflexes, des nerfs moteurs, des troubles sensitifs, ainsi que des troubles psychiatriques. On l'a dit, dans le cas de rhodesiense, c'est plus rapide l'évolution et il y a des manifestations cardiaques aussi qui s'ajoutent. Il y a des encéphalites dues aux vers, aux helminthiases, aux vers digestifs, et qui est due à l'atteinte neurologique lors de la phase d'invasion de certains vers, notamment les schistosomes et plus rarement les trichinelles et puis la fasciolose. Et dans ce cas, on a des encéphalites avec des céphalées, avec syndrome confusionnel, des crises convulsives et des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. Ici, ce qui est important par rapport au traitement, c'est de savoir qu'au lieu de donner des antiparasitaires, le traitement le plus important, c'est la corticothérapie qui va agir sur ces larves qui ont perdu de chemin. La dernière, non pas la dernière, les méningites bactériennes, on en a parlé aujourd'hui, également sont des maladies d'importation tropicale. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est avec la vaccination contre le méningite de groupe A, on a une tendance à avoir les méningites de groupe C en Afrique, mais ces maladies sont de plus en plus contrôlées avec les recommandations de l'OMS recommandant de donner 5 jours de ceftriaxone et de faire la chimioprophylaxie au cas contact. Il faut tout de moins savoir que la forme grave avec les méningococcémies fulminantes peuvent toujours persister et donner des tableaux mortels. Donc, l'OMS recommande de faire l'antibiothérapie devant tout purpura qui apparaisse avant de transférer en milieu hospitalier si on exerce en périphérie. Ici, c'est pratiquement la biologie, je ne vais pas trop insister dessus, mais ce qui est important, c'est le traitement. Il faut traiter les contacts le plus tôt possible dans les 24-48 heures et le médicament recommandé par l'OMS, c'est la ciprofloxacine. Il faut aussi voir la période pendant laquelle vient l'hôte. Si c'est en période de saison sèche, c'est là où la maladie se transmet le plus. Également, pour les voyageurs qui vont dans ces zones, la période de la saison sèche est à plus haut risque. Mais on l'a vu, il existe la vaccination. Le paludisme, on ne peut pas parler des maladies tropicales sans en parler. Aujourd'hui, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on sait qu'il y a l'especnolésie qui s'ajoute aux 4 précédents qui donnaient la maladie. En 2022, le rapport 2023 de l'OMS montre qu'il y avait 5 millions de cas supplémentaires observés dans 3 pays seulement de l'Afrique. Un en Afrique occidentale, le Nigeria, avec plus de 3 millions de cas, l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique et l'Ouganda. Et il s'agit d'une forme, vous le savez tous sûrement, qui commence par une forme
simple, c'est-à-dire un tableau d'embarras gastrique fébrile avec des maux de tête, la fièvre, des vomissements et de la diarrhée. Mais si ce n'est pas vite pris en charge, ou bien si on est un sujet neuf, on peut rapidement évoluer vers la forme grave que vous avez en image certaines de ces formes. Ici, il s'agit d'un enfant en position opitotonose parce qu'il a un neuropaludisme. Il y a la forme ictérique, il y a également l'œdème du poumon. Et tous ces signes de gravité sont clairement, depuis 2000, classifiés par l'OMS. Il s'agit de signes cliniques, comme vous le voyez ici, mais également des signes biologiques qui sont bien définis avec des chiffres et des seuils en fonction de l'espèce plasmodiale qu'il faudra tenir en compte. Ensuite, les syndromes diarrhéiques et dysentériques. Nous avons le choléra. C'est une maladie qui est considérée comme grande endémie dans les pays d'Afrique et dans les pays tropicaux. Et des cas venant de ces zones, s'ils présentent une diarrhée aqueuse, des vomissements abondants avec une déshydratation rapide, doit faire penser aux praticiens de la zone hors zone tropicale à cette maladie. Le patient fait plusieurs selles par jour pouvant aller à la cinquantaine et va décéder dans un tableau de collapsus. Donc la base du traitement sera la réhydratation rapide et correcte. Le diagnostic se pose de plus en plus facilement et les patients avec ces signes doivent être hospitalisés dans des conditions bien précises. Ici, vous avez le lit de cholérique. Je vois qu'aujourd'hui, on avait parlé des conditions de préparation pour pouvoir accueillir ces événements. C'est des lits qui ont disparu de la pratique habituelle, donc il faudra y penser également. La shigellose ou dysentérie bacillaire, c'est une fièvre et une diarrhée avec fièvre et puis diarrhée gléro-sanguinolente et qui se trouve surtout en zone tropicale, mais qui donne des complications très graves telles que des perforations, l'atonie colique, des hémorragies digestives. Le diagnostic est basé sur la coproculture, l'antibiothérapie, le traitement étiologique, mais il y a de plus en plus de résistance. Il faudrait toujours penser à la réhydratation. Les salmonelloses, c'est la fièvre typhoïde, les fièvres paratyphoïdes et les salmonelloses notifiques. C'est important de les avoir en tête parce que la salmonellose, Salmonella typhi et paratyphi donnent sont des TIAC, des toxines d'infection alimentaire, et vont donner communautaires et vont donner des formes invasives. Il y a des localisations extra-digestives aussi qu'il faudrait avoir en tête en cas de complications. Le diagnostic va se poser sur la culture. Les antibiotiques pour Salmonella typhi sont surtout les fluoroquinolones, mais nous allons voir quand on va parler des défis thérapeutiques qu'il y a des résistances. Et pour les Salmonella notifi également, vous avez les antibiotiques bien connus. Il y a l'amibiase. L'amibiase intestinale normale, mais l'amibiase colique, la colique maligne est celle qui doit attirer l'attention parce que c'est elle qui est mortelle. Et l'examen parasitologique des selles va pouvoir permettre de faire le diagnostic. Il y a la diarrhée tourista, qui est la plus fréquente et qui est connue, c'est quand même assez bénin, et qui peut guérir. Mais il faut savoir que 80% ont besoin d'antibiotiques parce que c'est d'origine bactérienne. Cependant, il y a des régressions dans les 48 à 72 heures de façon spontanée. Par rapport au diagnostic de ces diarrhées, le clinicien doit demander la coproculture pour les diarrhées invasives, surtout quand il y a la fièvre et les déshydratations allant de modérées à sévères. Souvent, c'est des virus, rotavirus, norovirus, ou bien dans le cadre du choléra. Ce qui est important, c'est qu'il y a des tests de diagnostic rapides dans ces cas-ci actuellement, même si la PCA est le diagnostic de référence. Le quatrième syndrome, c'est les syndromes respiratoires. Il n'y en a que 3. La tuberculose, il est important d'en parler parce que c'est les cas de résistance pour le traitement. Il s'agit des cas de tuberculose multirésistante ou ultra-résistante. Mais il y a des outils diagnostiques tels que le GeneXpert qui permet de rapidement les mettre en évidence. On a tous vécu Covid, donc ce n'est pas important d'insister dessus. Et actuellement, les vaccins sont disponibles. Cependant, il faut avoir en tête les patients à risque, notamment les sujets âgés, diabétiques, hypertendus. Et les grippes, on les connaît également. Donc, il faudrait toujours y penser devant les syndromes respiratoires. Et nous ne pouvons pas passer sur ces signes sans parler
du monkeypox qui est actuellement en cours. Il faut savoir qu'il s'agit surtout des lésions dermatologiques. OK. Donc, nous allons parler rapidement des défis diagnostiques. Il va falloir rapidement prendre des défis thérapeutiques plutôt. Il va falloir rapidement poser le diagnostic pour prendre rapidement en charge les patients. Les traitements étiologiques n'existent pas pour ces viroses, donc il faut faire des mesures de réanimation et l'antibiothérapie entraîne des... Nous avons également l'approche syndromique qui va s'appliquer maintenant pour les examens complémentaires. Il faudrait avoir ça en tête, ce sont des tests qui permettent d'avoir plusieurs diagnostics en même temps. Par rapport à la résistance aux antibiotiques ou bien les pathologies sans traitement étiologique, nous avons aujourd'hui la possibilité d'utilisation des anticorps monoclonaux, notamment dans le cas d'Ebola, où nous avons le Regeneron par exemple. Et il y a également des médicaments qui peuvent aider à lutter contre l'orage cytokinique. Et il s'agit aussi de connaître pour le praticien le profil de résistance aux antibiotiques dans des pays d'origine des migrants qui viendront. Donc, ceci nous amène à pouvoir conclure en disant que les maladies infectieuses d'importation ont un double risque pour le malade. Et pour ce malade, c'est le risque des urgences vitales, telles que le paludisme grave, mais également pour la communauté. Il va falloir vite diagnostiquer ces cas pour circonscrire. C'est comme ça qu'on a eu des cas de chikungunya en Italie en 2017. Il faut évoquer ces maladies et savoir poser le diagnostic à temps pour la prise en charge correcte et éviter la diffusion à la communauté. Je vous remercie pour votre attention.